15h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité de l'après-info, cette situation en Ukraine. Les autorités annoncent qu'au moins 20 personnes ont été tuées par balle dans leur voiture dans le nord-est du pays, près de Kupiansk. Il s'agit bien de civils selon le gouverneur régional. On en parle avec nos spécialistes en plateau dans un instant. Après le grand discours de Vladimir Poutine hier à Moscou, les forces russes restent en difficulté en Ukraine puisque l'armée ukrainienne serait sur le point de reprendre la ville stratégique de Liman, occupée depuis plusieurs mois par les soldats russes. Vous voyez le drapeau ukrainien qui flotte de nouveau donc à l'entrée de la ville de Liman. On y revient dans un instant. Règlement de compte, viol en pleine rue face à l'insécurité galopante à Nantes. Une manifestation a lieu cet après-midi dans la ville. Les récents renforts policiers permettront-ils de régler la situation? Nous retrouverons Antoine Forestier dans le cortège dans un instant. Et puis Hassan Iquioussen écroué à Tournai en Belgique après son arrestation hier. Gérald Darmanin s'est félicité de cette arrestation. Cet imam avait fui la France après la validation de son arrêté d'expulsion. Nous le disions, en Ukraine, les autorités annoncent qu'au moins 20 civils ont été retrouvés morts, tués par balle dans leur voiture dans le nord-est du pays, tout près de Kupiansk. C'est une annonce du gouverneur régional ce samedi. Selon lui, les occupants russes ont attaqué ces civils qui tentaient d'échapper au bombardement. Par ailleurs, je vous le disais en titre, l'armée ukrainienne serait en train de reprendre la ville de Liman, à l'est du pays. Les soldats russes qui contrôlent la ville depuis plusieurs mois se retrouvent encerclés. Et regardez donc cette image symbolique. Vidéo postée cet après-midi par le chef de cabinet du président Zelensky. Le drapeau ukrainien à nouveau hissé donc à Liman. Avec nous sur ce plateau, le général Pellistrandi et Carole Grimaud, professeur de géopolitique de la Russie. Jérôme Pellistrandi, nous sommes bien à l'entrée de la ville avec ces images du drapeau. Ce n'est pas encore dans le centre-ville qu'il est hissé. Oui, il faut rester prudent, même si les Ukrainiens ont déjà fait de très gros gains dans le contrôle de la ville de Liman. Ces images sont prises à l'entrée. Il va falloir attendre en quelque sorte la même image, le même drapeau planté au centre-ville sur la mairie pour avoir la confirmation de la prise de Liman. En tout état de cause, c'est un moment extrêmement difficile pour les forces russes dans ce coin-là, puisqu'on estime qu'il y a environ 5000 soldats russes qui pourraient être encerclés et donc faits prisonniers, ce qui serait une humiliation majeure pour Moscou. Carole Potter, au-delà de cette offensive tactique sur Liman, cette contre-offensive ukrainienne, il y a aussi un symbole pour cette ville de Liman qui est située dans cette oblast de Donetsk, qui est l'une des régions revendiquées, annexées par la Russie, l'une des 4 régions. Oui, si Liman tombait, Liman serait la première ville qui a été officiellement reconnue comme russe hier lors des cérémonies et qui infligerait bien évidemment une humiliation pour la Russie qui l'a reconnue telle que. Rappelons-nous cette allocution de Vladimir Poutine hier qui reconnaissait comme cette région comme les nôtres et ces personnes comme les nôtres pour toujours. Et cette défaite, si Liman tombe, cette défaite serait extrêmement symbolique et importante, bien sûr, du côté pour les forces ukrainiennes, mais aussi pour les officiels russes qui prendraient, je dirais, la réalité, je dirais, ferait totalement irruption dans leur discours et dans toute leur propagande que l'on a vue hier. Et malgré cette propagande, on a de plus en plus de mal à comprendre la stratégie de Vladimir Poutine. Il attend une intensification du conflit ou au contraire que ça se calme, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment sur le terrain? Alors sur le terrain, non, cela ne se calme pas, mais l'approche de l'hiver va de toute façon forcer les armées à ralentir, forcément, dans leurs avancées. La stratégie est d'un côté ce qui se passe sur le terrain, les combats, et puis les défaites du côté russe. Et puis, de l'autre côté, vous avez toute cette stratégie, je dirais, juridique qui s'est mise en place et qui autoriserait donc les Russes, finalement, à mettre la main sur les actifs ukrainiens, actifs donc entreprises et toutes les richesses de la région. Et on le voit aussi sur Zaporijjia, c'est-à-dire considéré aujourd'hui comme russe, du côté russe. Justement, vous parlez de Zaporijjia, qui est aussi l'une des régions revendiquées par la Russie, l'une des 4 régions annexées. On a vu que aujourd'hui, les Russes confirment une information. 4
les occupants auraient enlevé le directeur général de cette centrale nucléaire de Zaporijia. C'est ce qu'affirment aujourd'hui les autorités ukrainiennes. Général Pellistrandi, cet enlèvement, cette arrestation du directeur général de cette usine nucléaire de premier plan en Europe, en quoi est-ce que ça pourrait être un danger pour la sécurité, comme l'affirment en tout cas les Ukrainiens? Non, il faut quand même rester mesuré et prudent. La centrale, elle fonctionne... elle est même à l'arrêt techniquement, elle ne produit plus de courant pour alimenter le réseau ukrainien. Néanmoins, il y a un certain nombre de techniciens et d'ingénieurs qui travaillent toujours pour contrôler l'état des 6 réacteurs. Bon, l'arrestation du directeur ne remet pas en cause fondamentalement la sûreté générale de la centrale. C'est néanmoins un mauvais coup porté à tous ceux qui y travaillent. Il n'est pas en première ligne. Ce qui est important, ce sont les techniciens, par exemple, qui veillent au quotidien les réacteurs. Mais ça traduit le durcissement des relations entre les Ukrainiens travaillant sur la centrale et les occupants russes qui n'hésitent pas donc à arrêter ce directeur, sachant que ils mettront un directeur fantoche là-bas. Et ça souligne aussi les tensions qui peuvent régner pour le personnel ukrainien qui est soumis à une pression très forte parce qu'ils doivent assurer la sécurité à défaut de pouvoir faire fonctionner la centrale, et tout cela sous la menace des kalachnikovs des soldats russes. Merci à tous les deux. Il est 15h36 en direct sur BFM TV. On part à Nantes cet après-midi où une manifestation a lieu en ce moment même pour dénoncer un climat d'insécurité dans la ville. Cela fait suite évidemment à ces affaires. Cette semaine, un corps calciné découvert jeudi, un jeune de 17 ans également blessé par balle. Et cette femme, victime d'un viol en Réunion samedi dernier en pleine rue. Antoine Forestier, vous êtes donc sur place pour BFM TV. Que réclament les participants à cette manifestation ? Écoutez, oui, les prises de parole, elles ont démarré il y a un petit quart d'heure désormais. Et Nicolas Toquet, qui est à mes côtés, qui est représentant du personnel au sein de Force ouvrière pour la Sémitane sur les transports en commun nantais. Vous avez pris la parole il y a quelques minutes et vous avez notamment parlé de quelque chose qui s'est passé cette semaine récemment. Quand on parle d'insécurité à Nantes, vous en avez des exemples ? Oui. Récemment, c'était jeudi soir, il y a un salarié de la Sémitane Transport en commun là, qui conduisait son tramway et en arrivant à une station s'est arrêté. Et là, il y a une personne qui est passée devant en marchant et qui l'a mis en joue avec une arme à feu gratuitement. Bon, il n'a pas tiré dessus, mais il l'a mis en joue. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un collègue qui est en arrêt parce que psychologiquement, ça n'a pas été simple, quoi. Cette insécurité, votre collègue, il la ressent quasiment quotidiennement ? Il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de salariés de la Sémitane qui depuis quelques années, se sentent un petit peu dans l'insécurité au volant de leur bus, de leur tramway, dans des espaces que la Sémitane a au sein de la ville de Nantes. Et pourquoi c'était important de manifester du coup aujourd'hui ? Aujourd'hui, il est important de manifester, il est important de venir là à ce rassemblement. Parce qu'aujourd'hui, c'est simplement insupportable de voir qu'il y a trop de salariés qui viennent travailler avec la boule au ventre par peur d'une agression. Alors, des agressions psychologiques, des crachats, je ne vais pas dire que c'est leur quotidien, mais presque. Donc, c'est un métier qui est très, très compliqué à effectuer aujourd'hui. C'est une évolution nette, récente, ou ça dure depuis des années ? Ça dure depuis des années, mais depuis peu quand même, on voit bien que c'est monté crescendo. Est-ce que ça a un rapport avec la misère qui s'installe ? Personnellement, je pense que oui, parce que où misère il y a agression, il y a vol, il y a tout ça qui vient s'implanter. Aujourd'hui, on est en train de faire le procès à Madame le maire. Oui, bien sûr qu'elle peut être sur le banc des accusés, mais pas qu'elle. Derrière, nous avons M. Bolo, qui est premier adjoint à la sécurité de Nantes. On ne sait pas s'il fait son travail, mais en tous les cas, ce qui colporte, plus personne ne veut l'entendre. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions. Alors que vous le voyez sur cette image de Margot Sèvres, le cortège est en train de partir. Il y a eu les prises de parole là, il y a quelques minutes et désormais les centaines de personnes présentes, peut-être un millier, sont en train de partir dans les rues de Nantes pour une manifestation qui ira notamment devant la mairie de Nantes, à qui l'association a pas mal de critiques à faire sur la gestion de la sécurité en ville.
Et on continuera de suivre ça à vos côtés. Antoine Forestier avec Margot Sèvres, donc en direct de Nantes pour BFM TV, 15h39. Dans l'actualité également judiciaire à présent, il a été retrouvé grâce à ses communications téléphoniques. Après un mois de cavale, l'imam Hassan Iqiyoussen a été interpellé hier en Belgique, à Mons, et écroué dans la soirée à Tournai, près de la frontière avec la France. Pourrait-il être remis aux autorités françaises? Le prédicateur le refuse en tout cas. Hassan Iqiyoussen, qui était fiché S, faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Tout cela faisait suite à une mesure d'expulsion demandée fin juillet par Gérald Darmanin, confirmée ensuite par le Conseil d'État fin août. Le ministre de l'Intérieur qui s'est félicité de cette arrestation depuis la Guyane où il est actuellement en déplacement. D'abord, je me réjouis que M. Iqiyoussen soit interpellé aujourd'hui par les services belges, que je remercie très sincèrement de notre coopération, une coopération judiciaire, M. le garde des Sceaux, mais une coopération de la police judiciaire entre nos services. C'est au nom de ce mandat européen, de cet article 40 et de ce mandat européen, M. Iqiyoussen, désormais, est sous la même justice belge, en lien avec la magistrature française. On verra ce que décidera la justice belge et la justice française à la fin de ces procédures judiciaires, et à la fin seulement, et ça c'est le droit, il y aura une procédure administrative, et M. Iqiyoussen sera mis en centre d'orientation administrative et expulsé. Alexis Cuvillier du service politique est avec nous de nouveau. Fin du mauvais feuilleton pour le ministre de l'Intérieur. On sait que ces tweets très rapides après ce début du dossier Iqiyoussen avaient beaucoup fait réagir cet été. Oui, c'est une victoire symbolique pour Gérald Darmanin qui s'était en effet beaucoup impliqué dans ce dossier cet été. Un été où tout au long de la période des grandes vacances, il avait été en pointe sur différents dossiers, Gérald Darmanin. C'est lui qui avait annoncé le 28 juillet dernier l'expulsion de ce prédicateur fiché S. La difficulté, évidemment, vous l'avez rappelé, c'est qu'ensuite l'imam Iqiyoussen s'était révélé introuvable. C'était devenu un sujet d'attaque facile, j'allais dire, pour les oppositions, notamment du côté du Rassemblement national, tandis que certains, au sein de la NUPES, notamment Manuel Bompard, ou du côté même des militants des droits de l'homme, avaient pointé les limites que présentait cette expulsion d'un point de vue du respect de l'état de droit. L'expulsion avait ensuite été suspendue par la justice française, qui avait mis Gérald Darmanin dans une situation un peu complexe, qui avait là aussi à l'époque alimenté un procès en impuissance de l'État, notamment formulé par la droite. Et puis finalement, fin août déjà, le Conseil d'État, la plus haute instance administrative, avait donné raison au ministre, le ministre qui avait alors évoqué une grande victoire pour la République. Il faut poser une limite à cette victoire symbolique, c'est que, vous l'avez dit, la suite des événements maintenant peut prendre un petit peu de temps et que la procédure de remise à la France de l'imam pourrait s'étendre sur plusieurs semaines. L'autre limite, c'est que Gérald Darmanin a essayé, sans que les affaires soient liées, a essayé de faire monter dès la rentrée un texte de loi, dès les prochaines semaines, sur l'immigration pour rendre beaucoup plus difficile, pour encadrer beaucoup plus les procédures de recours pour les personnes qui sont de nationalité étrangère et qui commettent des délits, pour faciliter les expulsions. Et ce texte, on sait qu'au cœur de l'été, il a été mis sur pause par l'exécutif, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Gérald Darmanin avait visiblement perdu un arbitrage, le temps d'une concertation avec les oppositions. Cela devrait débuter dans les prochaines semaines. Ce sera important de voir si le ministre de l'Intérieur arrive à faire passer le texte comme il l'avait imaginé au départ. Allez, restez avec nous sur BFM TV dans la suite de l'après-midi info. On va aller voir ce qui se passe dans les magasins Camaïeu cet après-midi. Des magasins qui ferment définitivement leurs portes ce soir suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise. Et il y a beaucoup de monde qui se presse dans les magasins pour profiter d'un déstockage massif. On sera en duplex dans un magasin parisien juste après ceci. Je suis né libre. Puis vous m'avez apprivoisé pour vous guider dans l'obscurité, éclairer vos foyers et servir vos passions. Maintenant, je ne demande qu'une seule chose en échange. La liberté, pour vous permettre d'être plus libre que jamais. Jeep, 100% libre, 100% électrifié, avec la gamme 4x1 hybride rechargeable et bénéficiez d'un avantage client jusqu'à 3 500 €. Rendez-vous sur jeep.fr. Une croisière ? On n'est pas Crésus, nous. Mais ils n'ont peut-être jamais voyagé avec Costa. Costa, believe your eyes. Êtes-vous prêt à passer une nouvelle nuit? Endormez-vous plus rapidement. Réveillez-vous moins souvent.
et soyez en forme le matin. Nova Nuit Triple Action libère plus rapidement la mélatonine pour passer une Nova Nuit. Allez mon cœur, Direct Assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 €? Mais c'est scandaleux, monsieur. Alors je vais vous dire, moi, Direct Assurance, il n'y a pas de tu-tu-tu-tu-tu. Non, on va rester chez vous, c'est clair? Le seul risque avec une assurance qui en fait autant pour vos économies, c'est que vous l'aimiez. Direct Assurance, l'assurance que vous risquez d'aimer. Tu-tu-tu-tu-tu. Avec Renew, profitez de 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 € de plus sur une sélection d'occasions Renault. Qui peut concurrencer MAF Pro? Moi qui connais bien les entreprises, je préfère MAF Pro. MAF Pro, c'est 93% de clients satisfaits de leur conseiller pro. Entre professionnels, on se comprend. Je préfère la MAF. Pourquoi attendre demain un monde plus responsable quand on peut agir dès aujourd'hui? En 2 ans, 41 000 voitures assurées Maïf ont été réparées avec des pièces recyclées. Choisir Maïf, c'est choisir une assurance auto plus responsable. Maïf, assureur militant. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 € par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. Merci docteur. Alors à qui le tour? Bonjour. Ça va? Docteur, Qu'est-ce qu'on fait? appelez le 112 et mettez le haut-parleur. Chez Groupama, nous lançons un programme pour former gratuitement 1 million de Français aux gestes qui sauvent, grâce à nos élus bénévoles et nos collaborateurs. Mais t'as bossé ton revers ou quoi? Je travaille chez arthurimo.com. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Faites le bon geste. Estimez votre bien sur arthurimo.com. Je suis né libre. Puis vous m'avez apprivoisé. Pour vous guider dans l'obscurité. Éclairer vos foyers. Et servir vos passions. Maintenant, je ne demande qu'une seule chose en échange. La liberté. Pour vous permettre d'être plus libre que jamais. Jeep, 100% libre, 100% électrifié, avec la gamme 4x1 hybride rechargeable. Et bénéficiez d'un avantage client jusqu'à 3 500 €. Rendez-vous sur jeep.fr. – 15h47 sur BFM TV, une page se tourne pour ce fleuron du prêt-à-porter français. Après 38 ans d'existence, Camaïeu baisse définitivement le rideau ce soir. 512 magasins sont concernés par une liquidation judiciaire qui va laisser 2600 salariés sans emploi. Pour financer une partie de son plan de sauvegarde de l'emploi, Camaïeu déstocke massivement ses marchandises. Cet après-midi, vous allez voir, ça attire du monde. Aurore Villemur. Dans ce magasin parisien, les clientes à la recherche de la meilleure affaire se bousculent. Certaines confient même venir ici pour la première fois. C'est la fermeture, la liquidation qui m'a amené ici, ouais. C'est vrai qu'on a l'impression un peu d'être des vautours, mais c'est comme ça. C'est la loi du marché. J'ai trouvé quelques articles pas mal du tout. Vous étiez une adepte personnellement du magasin? Alors non, moi pas du tout, mais ma mère oui. Alors merci pour votre accueil et votre gentillesse. Quand elle lit les mots laissés par certaines clientes dans le livre d'or, Firose, vendeuse chez Camaïeu, elle, a la voix qui se brise. J'adorerais Camaïeu et les charmantes équipes de magasins. C'est beau, je vais pleurer maintenant. Sa collègue, Colline, travaille dans l'enseigne depuis 4 ans. La fermeture définitive, évidemment, est difficile à accepter. On se fait mettre limite à la porte pour tout donner pour la marque. Moi et mon équipe, on a donné énormément, que ce soit même niveau santé. On s'est usé. Avec la liquidation judiciaire de l'enseigne, vieille de près de 40 ans, 2600 salariés vont perdre leur emploi. Sandra Saroui en fait partie. Elle a passé 29 ans chez Camaïeu. On est quand même nombreuses à avoir, comment on peut dire ça, de l'ancienneté,
à avoir tenu nos magasins à bout de bras parce que ces 2 dernières années ont quand même été douloureuses pour les équipes. Ouais, c'est de la colère aussi de dire mais comment ils ont réussi à en arriver là. Et maintenant, je crois qu'il va y avoir un processus de deuil. Il va falloir qu'on accepte de dire bon, on a perdu notre job, on a perdu notre travail. Une situation très angoissante pour les salariés concernés. Malgré la promesse du gouvernement de les accompagner, les perspectives sont encore floues à ce stade. Maintenant, traverser la Manche avec des grandes grèves et des manifestations aujourd'hui contre la vie chère. Des manifestations qui reprennent. La colère avait commencé juste avant la mort d'Elisabeth II. La mobilisation a un instant cessé le temps des obsèques, mais elle reprend très clairement aujourd'hui avec Laura Calmus, notre correspondante à Londres. On va voir ce qui est en train de se passer en ce moment à Londres. Laura, avec des manifestations, je le disais, et des grandes grèves, notamment dans le secteur ferroviaire. Exactement, avec les syndicats qui ont rebaptisé cette journée la journée d'action au Royaume-Uni, avec des rassemblements qui ont eu lieu un peu partout dans le pays, du nord au sud, de Aberdeen à Plymouth, en passant par Londres évidemment, ici à la gare King's Cross. Alors la manifestation est en train de se terminer, mais il faut tout de même dire que c'est assez rare de voir ce genre de rassemblement, ce genre de manifestation ici au Royaume-Uni. Ce n'est pas du tout la culture et donc c'est assez inédit de voir ce genre de rassemblement. Il y a également des grèves des cheminots et grèves des postiers qui réclament une hausse des salaires avec l'inflation qui frôle les 10%. Il faut dire que ces derniers mois, on assiste réellement à une crise du coût de la vie ici au Royaume-Uni avec de nombreux domaines qui sont impactés et notamment les factures d'énergie qui s'envolent. Alors certes, la nouvelle première ministre a demandé un gel des prix, mais en un an, la facture d'énergie moyenne a presque doublé. Alors ici, les Britanniques en ont assez. Un nouveau mouvement a d'ailleurs été mis en place. Enough is enough. Trop, c'est trop pour les Britanniques, d'autant plus que de son côté, l'Istre, ça a annoncé la semaine dernière un nouveau plan où elle aimerait baisser les impôts des plus riches, ce qui a provoqué la colère des Britanniques et la panique des marchés. Merci Laura Calmus pour ces précisions. En direct de Londres pour BFM TV. Restez avec nous dans un instant, nous reviendrons sur cette contre-offensive menée en Ukraine par l'armée ukrainienne à Liman. L'armée ukrainienne qui dit avoir encerclé plusieurs milliers de soldats russes qui tiennent la ville stratégique de l'Est du pays. Une vidéo postée par le chef du cabinet du président Zelensky montre le drapeau ukrainien à nouveau hissé à l'entrée de la ville. On en parle dans un instant, à tout de suite. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. La météo avec la clinique du tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. lacliniquedutapis.fr. Faites le plein d'énergie en regardant la météo avec Groupe Verlaine. Installation de centrales photovoltaïques pour produire gratuitement sa propre électricité. Vos prévisions pour ces prochaines heures après ce samedi pluvieux sur de nombreuses régions en liaison avec un vaste système dépressionnaire qui s'étend entre l'Écosse et l'Islande. On a ces pluies sur les régions de l'Est. Tout cela se décale quand même au fil des heures. Sur l'Est, on conserve encore dans l'après-midi un petit peu d'humidité plus à l'Ouest. Mais la tendance sera quand même à l'amélioration, en tout cas sur les régions centrales demain matin, puisque au nord de la Seine précisément, on sera sous une nouvelle dégradation des nuages et des pluies. Ce sera assez chargé d'une manière générale sur les régions du nord. Plus on ira vers le sud, plus ce sera ensoleillé. Il y aura un petit peu de vent entre Corse et continent. Puis dans l'après-midi, quasiment pas de changement. On va retrouver ces nuages assez nombreux au nord et ces pluies toujours présentes. Les températures, en revanche, elles nous intéressent pour ces prochaines heures avec des valeurs qui grimpent. Regardez ce qui vous attend au lever du jour. On attend jusqu'à 15 degrés à Paris, une nette hausse, 17 degrés à La Rochelle et 11 degrés sur les régions s'étendant de Toulouse jusqu'à Lyon. Un coup d'œil à votre après-midi. Des températures là aussi qui grimpent sur les régions du sud cette fois-ci et on ira jusqu'à 28 degrés sur le golfe du Lion. Ce sera estival du côté de Montpellier, 24 à Bordeaux, à Grenoble aussi, 21 à Paris et 17 à Lille. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. C'était la météo avec la clinique du tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. lacliniquedutapis.fr. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Sortez de la précarité énergétique en isolant votre maison par l'extérieur avec Groupe Verlaine. Groupe Verlaine.
La BPCO, ou bronchopneumopathie chronique obstructive, touche 3,5 millions de Français. Elle peut conduire à une insuffisance respiratoire très handicapante. Professeur Nicolas Roche, comment la traiter? On peut soulager réellement les patients, même si on ne peut pas les guérir. La première étape, c'est bien sûr l'arrêt du tabac et des expositions professionnelles, s'il y en a. Deuxième point, les vaccins contre la grippe, le pneumocoque, la Covid-19, pour éviter les infections respiratoires qui peuvent aggraver la maladie. La troisième étape, ce sont des médicaments, essentiellement par voie inhalée, des bronchodilatateurs pour ouvrir les bronches, diminuer l'essoufflement. Et chez certains patients, des traitements anti-inflammatoires inhalés également, des corticoïdes. Existe-t-il des thérapies non médicamenteuses? Sont tout à fait essentielles, ces thérapies non médicamenteuses. Activité physique régulière qui doit être maintenue, et réadaptation respiratoire, entraînement pour augmenter les capacités physiques et diminuer le handicap. Merci et à très bientôt pour une nouvelle Minute Santé. C'était le moment de prendre soin de votre santé. GSK, entreprise biopharmaceutique. Unir la science, la technologie et les talents pour devancer ensemble la maladie. Qu'est-ce que tu crois, chérie? Qu'un génie va apparaître pour nous aider à vendre la maison? Arthurimo.com. Il a dit arthurimo.com, là. Et bon, pourquoi arthurimo.com? Agent et expert immobilier, double compétence. Évaluez le prix de votre bien sur arthurimo.com. Mais dis donc, t'es plein d'énergie en ce moment. Bourré d'énergie! Groupe Verlaine m'a installé une centrale photovoltaïque de 3 kg au prix de 7 900 €. Du coup, je produis et je consomme maintenant ma propre électricité. Youhou! Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. Qui peut concurrencer MAF Pro? Moi qui suis artisan, je cours toute la journée. Alors je préfère MAF Pro. Vos conseillers, au téléphone, en agence ou dans vos locaux. Mon conseiller pro? Toujours là pour moi. Je préfère la MAF. Renoncez peut-être à la salle de pétanque et misez plutôt sur ce parc pour vendre votre bien 12% plus cher. Découvrez notre outil d'estimation sur meilleursagents.com. Merci, docteur. Alors, à qui le tour? Bonjour. Ça va? Docteur, Docteur, qu'est-ce qu'on fait? appelez le 112 et mettez-le au parleur. Chez Groupama, nous lançons un programme pour former gratuitement 1 million de Français aux gestes qui sauvent, grâce à nos élus bénévoles et nos collaborateurs. Êtes-vous prêt à passer une Nova Nuit? Endormez-vous plus rapidement. Réveillez-vous moins souvent. Et soyez en forme le matin. Nova Nuit Triple Action libère plus rapidement la mélatonine pour passer une Nova Nuit. Savez-vous qu'il est possible d'envoyer une lettre recommandée depuis chez vous? Sur laposte.fr, j'envoie ma lettre recommandée. La Poste l'imprime et se charge de la remettre. Envoyer ma lettre recommandée sans me déplacer, c'est simple. C'est sur laposte.fr. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 € par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. Je suis né libre. Puis vous m'avez apprivoisé. Pour vous guider dans l'obscurité. Éclairer vos foyers. Et servir vos passions. Maintenant, je ne demande qu'une seule chose en échange. La liberté. Pour vous permettre d'être plus libre que jamais. Jeep, 100% libre, 100% électrifié, avec la gamme 4x1 hybride rechargeable. Et bénéficiez d'un avantage client jusqu'à 3 500 €. Rendez-vous sur jeep.fr. Vous regardez l'après-info sur BFM TV, merci de nous rejoindre, il est 16h. La situation en Ukraine, tout d'abord, les autorités annoncent qu'au moins 20 personnes ont été tuées par balle dans leur voiture dans le nord-est du pays, près de Kupiansk. Il s'agit bien de civils, selon le gouverneur régional. Vers une nouvelle déconvenue pour l'armée russe en Ukraine. La ville de Liman, qui était contrôlée par Moscou, pourrait prochainement être reprise par les forces ukrainiennes. Après l'encerclement, le ministre ukrainien de la Défense annonce désormais l'entrée des forces aériennes dans Liman. La Russie reconnaît s'être retirée de la ville. Les détails dans ce journal. C'était une des marques préférées des Françaises et des Français. Les 512 magasins Camailleux ferment définitivement leurs portes ce soir après le placement de l'entreprise en liquidation judiciaire. Pour ce dernier jour, vous verrez que les clients se pressent dans les magasins. Nous serons en direct dans un des magasins Camailleux de Paris.
Et puis à la une également, l'ouragan Yann, rétrogradé en tempête tropicale, poursuit sa route aux États-Unis, sur la Caroline du Sud. Des vents qui faiblissent, mais qui, au plus fort de leur passage en Floride, ont fait au moins 23 morts, selon un bilan toujours provisoire, principalement par noyade, essentiellement concernant des personnes âgées. Reportage à suivre. Tout d'abord, cette info dans la guerre en Ukraine. Cet après-midi, au lendemain du grand discours de Vladimir Poutine à Moscou, on a appris que 20 civils ont été retrouvés morts par balles, tués visiblement dans leur voiture dans le nord-est de l'Ukraine, près de Kupiansk très précisément. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur régional. Je précise aussi que ces civils tentaient visiblement d'échapper à un bombardement. Et puis également cette vidéo qui avait été postée dans l'après-midi du chef du cabinet du président Zelensky montrant le drapeau ukrainien à nouveau hissé à l'entrée de la ville de Liman, une ville qui depuis a été reconquise par les forces aériennes ukrainienne, c'est ce qu'ont annoncé les autorités ukrainiennes, et l'armée russe qui a reconnu s'être retirée de cette ville de l'Est de l'Ukraine également. Écoutez. Nous sommes le 1er octobre, nous déployons le drapeau de notre pays et le posons sur notre terre. Liman sera ukrainienne. Donc pour cette image très symbolique, nous sommes en direct avec Pierre Dejean. Vous êtes ancien colonel des troupes de marine et spécialiste de géopolitique. Merci de répondre à nos questions cet après-midi sur BFM TV. L'armée russe dit à l'instant s'être retirée de Liman, donc dans l'est de l'Ukraine. Et même l'armée russe va plus loin, puisque Moscou dit carrément s'être aujourd'hui retirée de l'Ukraine. Comment est-ce que vous analysez ces toutes dernières informations qui viennent de nous parvenir ? En fait, le problème, c'est que hier, Poutine a tracé une ligne rouge, mais on ne sait pas où cette ligne rouge, parce qu'en fait, il y a 4 territoires qui ont été annexés, mais le tracé des frontières, on ne le connaît pas, puisqu'en fait, à l'heure où je vous parle, ce tracé des frontières est encore mobile. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, alors c'est un discours un petit peu ambivalent. Le discours de Poutine est un peu ambivalent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il dit qu'il se retire. Ça veut dire qu'il considère que Liman ne fait pas partie de la Russie et que Liman n'était pas intégré dans la ligne rouge qui avait été tracée hier matin. Et c'est toute l'ambiguïté de ce référendum, c'est qu'en fait on ne connaît pas les limites des zones qui ont été annexées. C'est tout le sujet. Donc aujourd'hui, tant qu'il se retire en disant que c'est pas la Russie, ça se passe bien. Le jour où il dira c'est la Russie, il interviendra de façon, je dirais, plus violente. Vous le disiez, tout ça c'est lié à ce flou qui règne encore sur les frontières de ces 4 territoires qui ont été reconnus comme annexés par la Russie. Cette contre-offensive, en tout cas ukrainienne à Liman, elle est importante. C'est une ville stratégique à l'est du pays. D'abord, les autorités russes ont annoncé un encerclement. Désormais, on parle donc des forces d'assaut ukrainiennes, des forces d'assaut aériennes qui seraient donc entrées dans la ville de Liman. Qu'est-ce que ça représente ? Liman était déjà sur la carte, était déjà une espèce d'excroissance russe dans le domaine ukrainien, donc c'était déjà non tenable. Et le danger qui guettait les forces russes qui étaient implantées à Liman, c'est d'être encerclés et que les Ukrainiens referment, si vous voulez, la mâchoire à leur est. Et ils seraient coincés, je ne sais pas, plusieurs milliers d'hommes à l'intérieur de la ville. Donc c'était Mariupol bis quelque part. Donc en fait, ils n'ont pas voulu jouer la séquence et donc ils se sont reculés, ce qu'on appelle un repli tactique, tout simplement. J'imagine qu'ils sont sur des positions préparées à l'avance. Je citerai une ville au hasard, Severodonetsk, qui est une très grande ville également. Donc j'imagine qu'il y a un repli tactique en direction du prochain obstacle. Le vrai problème aujourd'hui, c'est pas un problème tactique, parce que les Ukrainiens ne vont pas cesser d'avancer. Le problème, c'est à quel moment les Russes vont considérer que les Ukrainiens rentrent dans le territoire russe. Difficile de dire, à l'heure où je vous parle, personne n'en sait rien. Et là, on saura à quel moment la ligne rouge a été mise en place. Donc c'est vraiment ça le cœur du problème, c'est qu'il y a cette espèce de flou qui permet toutes les suppositions et qui autorise encore une fois les Ukrainiens à avancer. Il faut qu'on parle aussi de la centrale nucléaire de Zaporijjia, car l'Ukraine affirme que le directeur de la centrale a été enlevé ces dernières heures par les Russes. Le véhicule du directeur général de la centrale nucléaire a été arrêté. Il était sorti de sa voiture, les yeux bandés, conduit dans une direction inconnue et aucune information n'est disponible sur son sort. Donc voilà la version des autorités ukrainiennes. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de voir cette centrale nucléaire, la plus grande d'Europe, à présent sans directeur ?
Alors, encore une fois, je suis un spécialiste des questions nucléaires, donc je ne peux pas trop vous répondre. J'imagine qu'il y a un numéro 2, un numéro 3, un numéro 4, donc je pense qu'il y a une organisation technique qui est capable de faire fonctionner la centrale. La centrale, c'est pas qu'une seule personne. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un regard, d'avoir une espèce d'œil sur pourquoi font-ils ça. En fait, ce qu'on voit, c'est deux choses. Un, ils vont empêcher les populations civiles ukrainiennes de se déplacer, parce qu'il y a eu un bombardement hier à Zaporijia sur une colonne, par exemple, où il y a eu, je crois, une vingtaine de morts. Donc il va y avoir toute une série d'opérations qui vont viser à fixer la population dans les caves, qu'elle ne bouge pas, premier point. Et le deuxième point, on voit bien que les forces russes qui ont été mobilisées, les 300 000 hommes, probablement un peu plus, qui ont été mobilisés, vont être mis en place sur le terrain progressivement pour tenir le terrain. Donc il va y avoir une forme de fossilisation, une forme de cristallisation de la zone pour empêcher tous les mouvements et à ce moment-là, vraiment d'affirmer que la Russie est tenue, il y a une vraie frontière, des contrôles, etc., etc. Donc on va voir dans les semaines qui viennent une espèce de mise en place d'un système défensif, quasiment une ligne taute, tel que les Allemands l'avaient fait sur l'Atlantique quelque part. Donc ils vont essayer de fixer cette ligne, et à partir de cette ligne, ils vont considérer que c'est la Russie. Donc on verra comment les choses se mettront en place. Encore une fois, je pense que la mise sous tutelle ces 4 régions, et surtout celle du Sud, va être extrêmement difficile, extrêmement violente, parce qu'encore une fois, à Kherson, j'imagine que la population et les autorités administratives de la région ne sont pas nécessairement favorables à l'administration russe. Donc il va y avoir des histoires comme ça, il va y en avoir pendant quasiment plusieurs semaines. Est-ce qu'on peut imaginer que cet enlèvement du directeur général de la centrale nucléaire de Zaporijia puisse être une stratégie pour également couper le chauffage probablement à la population ukrainienne, puisqu'on approche de l'hiver? Et est-ce que c'est aussi une arme qu'utilise la Russie? Alors, je ne pense pas, simplement pour 2 raisons. La première, je pense qu'encore une fois, il y a des techniciens autour de la centrale qui savent la faire fonctionner. Et 2, les Russes, éventuellement, peuvent la prendre. Ce que je veux dire, moi, je m'attends surtout à une désignation d'une administration russe, puisqu'on est en territoire russe à partir depuis hier, officiellement depuis hier. Et donc, ils vont mettre dans la centrale une administration russe. Et ça va se passer globalement dans l'ensemble, si vous voulez, des régions qui ont été annexées. Donc, je pense aujourd'hui, les Russes sont passés sur un modèle, si vous voulez, on va parler russe, il y aura le rouble comme monnaie, il va y avoir une administration russe. Quelque part, on est sur un Maïdan à l'envers. Maïdan étant la révolution qui a chassé le pouvoir pro-soviétique. On est sur un Maïdan à l'envers, donc ils vont chasser le pouvoir pro-ukrainien pour mettre en place un pouvoir pro-russe. Merci Pierre de Jong pour votre analyse sur cette centrale nucléaire de Zaporijia. On va écouter ce qu'en pense Emmanuelle Galichet, enseignante et chercheuse en physique nucléaire. C'est effectivement un maillon extrêmement fort dans la chaîne de commandement dans une centrale nucléaire, dans la chaîne d'opération. Donc on enlève la tête finalement de l'organisation, notamment sur l'exploitation des centrales nucléaires. Pour autant, les opérateurs et les équipes sur place, normalement, savent faire leur travail malgré l'absence d'un chef. Ils sont largement... ils ont les compétences pour travailler sans leur chef, mais c'est vrai que ça déstabilise un petit peu l'organisation sur place. Alors, une déstabilisation, est-ce qu'on peut dire qu'il y a tout de même un risque de catastrophe nucléaire dans cette centrale nucléaire, qui est quand même la plus importante d'Europe ? Tout à fait. C'est la plus importante d'Europe, et vous avez raison, mais par contre, non, il n'y a aucun risque d'accident nucléaire sur cette centrale. Elle a été arrêtée il y a quelques semaines maintenant, donc elle ne produit plus d'électricité, et donc il y a besoin simplement de refroidir les cœurs parce qu'il y a encore un petit peu de chaleur résiduelle, ce qu'on appelle la chaleur résiduelle, mais il n'y a plus de production d'électricité, donc on a aujourd'hui toutes les sources d'électricité pour faire évacuer la chaleur, donc il n'y a aucun risque vraiment d'emballement d'une réaction en chaîne qui pourrait aller vers un accident. 16h08 sur BFM TV, c'est la fin d'une époque. Les magasins Camaïeu ferment définitivement leurs portes ce soir suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise. Au total, ce sont 2600 salariés qui se retrouvent licenciés. Et pour ce dernier jour d'ouverture, les clients se pressent dans les magasins, vous allez voir, pour profiter d'un déstockage massif. Chloé Giraud, on vous retrouve, vous êtes dans un magasin Camaïeu du 14e arrondissement de Paris. Et il y a beaucoup de monde pour profiter de cette dernière après-midi.
Oui, tout à fait, beaucoup de monde ici dans cette boutique du 14e arrondissement de Paris. Vous allez le voir sur ces images de Julie Poncet. Il y a encore énormément de clientes qui attendent pour aller payer leurs articles. On était dans une autre boutique ce matin, cette fois dans le 15e arrondissement, et le constat était le même. Il y avait un balai incessant de clientes qui venaient pour profiter de ce déstockage massif. Vous l'avez dit, qu'elles soient des habitués de la marque ou pas, ces offres les intéressent. Ici, c'est moins 50% sur tout le magasin jusqu'à ce soir, et ça marche plutôt bien puisque, comme vous pouvez le voir, les rayons commencent à être très vides, de plus en plus vides, et à 16 heures passées maintenant, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent dans ce magasin. On est justement avec Patricia. Bonjour. Pourquoi vous êtes venue ici, vous, aujourd'hui? Je suis venue ici parce que je voulais un petit souvenir de mon magasin. J'habite pas loin, j'achète énormément de choses là, je trouve toujours des petits trucs sympas pour moi ou ma fille, et j'ai trouvé ça très brutal. J'ai trouvé ça assez indigne, à vrai dire. Donc j'ai pensé au personnel, et puis j'avais envie d'un petit truc symbolique. Il y a un petit livre d'or là-bas, peut-être que vous laisserez un mot pour le personnel de la boutique, justement. Oui, avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je suis très humaine et je trouve ça très violent. Très violent. Merci beaucoup, Patricia. On vous laisse terminer vos derniers achats. Donc ici, c'est jusqu'à 18h30 pour profiter de ce déstockage massif. Et ensuite, dans toute la France, ce seront donc plus de 500 boutiques Camaïeu qui vont fermer leurs portes définitivement aujourd'hui. Bon shopping, Chloé Giraud et Julie Poncet en direct de magasins parisiens. On en vient maintenant à cette manifestation contre l'insécurité qui a lieu cet après-midi à Nantes en ce moment même. Regardez ces images en direct. Des commerçants veulent notamment exprimer leur colère et dénoncer un climat dangereux dans la ville. Le rassemblement intervient après plusieurs faits divers ces derniers jours. Un corps calciné découvert jeudi, un jeune de 17 ans blessé par balle la veille, une femme victime d'un viol en Réunion également samedi dernier. Bref, la dégradation de la situation sécuritaire à Nantes inquiète. Également dans l'actualité, nouveau rebondissement dans l'affaire Julien Bayou. L'ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts a dû démissionner suite à des accusations de violence psychologique contre son ex-compagne. Le confrère de Libération révèle que Julien Bayou était en fait surveillé depuis 2019 par un groupe de militantes féministes, parmi lesquelles d'anciennes compagnes de Julien Bayou, un collectif qui aurait été chargé de le faire tomber. Camilla Giudice. En 2019, Julien Bayou est en couple avec celle que Libération nomme Aline, de 7 ans, sa cadette. Autour de la jeune femme, un petit groupe de militantes féministes va se constituer. Depuis 3 ans, un collectif de militantes féministes informelles, hors de tout cadre du parti, enquête, a pu mettre un peu sous surveillance le patron du parti, Julien Bayou, pour connaître un peu comment il était avec les femmes, s'il se comportait bien, s'il était violent, pas violent. Le groupe prend contact avec les ex-compagnes du député de Paris lors de soirées ou par téléphone. L'une des femmes abordées raconte à Libération. J'ai parlé comme on parle de son ex-amoureux, pas très dithyrambique quoi. Mais ce n'est pas parce qu'une relation se finit mal qu'on peut accuser quelqu'un de violence psychologique. J'ai compris que l'intention était de faire tomber Bayou. En novembre 2021, Julien Bayou et Aline mettent un terme à leur relation. Et le 30 juin dernier, la trentenaire envoie un mail à des cadres d'Europe Écologie Les Verts. Combien sommes-nous de meufs brillantes, douces, douées, à avoir complètement vrillé parfois sous vos yeux, sans que jamais vous vous disiez qu'il y avait peut-être un problème avec Julien ? Suite à cela, la cellule contre les violences sexuelles et sexistes du parti écologiste s'auto-saisit pour des violences psychologiques. Face à la pression, Julien Bayou quitte la tête d'Europe Écologie Les Verts ce lundi. L'affaire divise les élus de la formation. C'est le délire. Le féminisme n'est pas l'inquisition. Il est temps de se parler maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Chère Karima, employer ici le vocabulaire de l'inquisition, c'est mobiliser les imaginaires masculinistes que nous sommes toutes et tous engagés à combattre. D'après Libération, Julien Bayou a demandé à être reçu par la cellule de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Une requête refusée par l'entité tant que la victime présumée n'a pas pu être entendue. Mais cette dernière ne souhaiterait pas être auditionnée. Europe Écologie Les Verts réunit cet après-midi son conseil fédéral. Bonjour Marine Tondelier, vous êtes conseillère municipale Europe Écologie Les Verts à Hénin-Beaumont. Vous êtes une proche de Julien Bayou. La première question qu'on a envie de vous poser tout d'abord, suite à cette affaire, suite à la démission de Julien Bayou, c'est comment se porte le parti Europe Écologie Les Verts ?
Et vous imaginez bien que c'est très dur. Il faut vous rendre compte de quelle a été la rentrée politique des écologistes. On a des journées d'été à Grenoble qui se passent bien, même s'il y a un congrès qui approche. Les gens débattent sereinement. C'est plutôt un moment intéressant. Et puis, on enchaîne, comme beaucoup de militantes et de militantes écologistes et de gauche, les barbecues, les allocs, les violences conjugales admises par Adrien Quatennens, puis les accusations contre Julien Bayou. Et donc ce que souhaitent les militantes et les militants de ce parti, c'est de pouvoir être fiers de l'écologie, de pouvoir d'ailleurs porter ces combats écologistes et féministes. Et je pense que cette séquence ne porte préjudice en réalité à ces deux causes. Et puis ils veulent pouvoir débattre des sujets qui arrivent. On a 8 millions de Françaises et de Français qui relèvent de l'aide alimentaire. On a 6,2% seulement des logements sociaux qui sont censés être le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. 6,2% seulement d'entre eux sont isolés et donc on va propulser dans la précarité énergétique en fait des personnes qu'on était censé protéger. Cette crise énergétique du coup qui arrive va être aussi une crise sociale, la réforme des retraites, les énergies renouvelables, c'est ça dont on a envie de parler. Il y a un ras-le-bol militant que je partage de ne pas pouvoir parler de ces sujets parce qu'une affaire intime, une affaire difficile qui génère beaucoup de souffrance et qui aurait dû pour être traitée avec tout le respect et la décence que cette affaire mérite est en fait exposée au vu des médias et que le débat ne se passe plus au sein de la cellule. Votre parti se retrouve empêtré dans cette affaire Bayou. Cette affaire, elle vous embête énormément en ce moment, plus audible pour rien. Et d'ailleurs, quand on lit l'article de Libération ce matin quand même, on s'interroge sur les méthodes de la cellule interne d'Europe Écologie Les Verts sur ces violences sexuelles. Marine Tondelier, elle va être maintenue, cette cellule? Et cette cellule a été créée en 2018 pour faire suite à l'affaire Baupin. On est l'un des premiers partis politiques qui l'avons créée puisque chez nous, les femmes parlent et ce sont des sujets qu'on ne met pas sous le tapis. Que cette cellule fonctionne parfaitement, ça n'est sûrement pas le cas et ça ne le sera pas tout de suite. Mais depuis des années, on essaye à chaque affaire, à chaque perception d'un dysfonctionnement, d'améliorer son fonctionnement. Il faut savoir que les personnes qui en font partie, c'est un travail qui est assez éprouvant de recueillir la parole des victimes. Donc qu'il y ait eu un dysfonctionnement dans cette affaire, peut-être, on le saura. Mais si vraiment on veut savoir la vérité, si vraiment on veut que cette affaire soit traitée correctement, alors il faut laisser les personnes qui s'en occupent travailler. Et aujourd'hui, ni sur les plateaux télé, ni dans les réseaux sociaux, cela est possible. Et c'est pas juste un souci de cette affaire ou d'autres, c'est qu'on est dans une période de twitterisation de la vie politique où pour franchir le mur du son, pour exister quelque part, il faut avoir les propos les plus clivants possibles. Et bien ça n'est pas ça l'écologie. L'écologie c'est fédérer, c'est rassembler, c'est rendre fiers les militants et c'est aussi pouvoir parler des sujets pour lesquels on se mobilise, de l'environnement, des questions sociales, de féminisme. Et je ne pense pas que depuis quelques jours, l'exposition médiatique de ce dossier nous aide à défendre ces causes. Et voilà donc pour cette réaction. On part maintenant aux États-Unis où l'ouragan Ian continue de s'affaiblir. Il a été recatégorisé en tempête tropicale. Après la Floride, il a ravagé toute une partie de la Caroline du Sud avec un premier bilan qui fait état de 23 morts. Bilan qui pourrait encore augmenter dans les prochaines heures, bien sûr. En Floride, les habitants de Fort Myers découvrent les dégâts dans leur maison, comme l'a constaté notre envoyé spécial Antoine Lard. Il retrouve sa maison ravagée par l'ouragan. Regardez, l'eau est montée jusqu'ici. De l'eau jusqu'au plafond qui a tout emporté sur son passage. Ça, c'était ma chambre. Et ça n'est pas tout. Dans son jardin, voici ce que Brian a découvert. Un bateau qui a écrasé sa voiture. C'est la vie, moi j'adore vivre ici et c'est le meilleur endroit et j'espère revenir. Dans ce lotissement, partout les mêmes dégâts. Ron, lui, se trouvait sur son bateau quand il a été emporté par une vague. Vous voyez les arbres au fond, mon bateau était là-haut. Il a atterri dans les arbres, 200 mètres plus loin. J'ai jamais vu une chose pareille. Il y avait des vents à plus de 200 km/h et ça soufflait pendant des heures. Je suis heureux d'en être sorti vivant. Il est encore trop tôt pour faire un bilan définitif, mais les dégâts pourraient atteindre 47 milliards de dollars, du jamais vu pour un ouragan en Floride. Il y a aussi l'impact psychologique. Bob nous montre les dégâts dans son quartier. La maison de sa voisine a été pulvérisée. Quand je vois ces destructions, je suis dévasté. Beaucoup de sinistrés envisagent désormais de quitter la Floride pour refaire leur vie ailleurs.
Et cette situation aux États-Unis pose la question de l'indemnisation des victimes, assez difficile. Bonjour Olivier Moustakakis, vous êtes porte-parole d'assureland.com. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cet ouragan Yann, il va coûter des dizaines de milliards de dollars. Les assureurs estiment la facture à 47 milliards de dollars. Ça pourrait peser sur la croissance économique américaine. Alors clairement, ce type d'événement aux États-Unis, surtout qu'aux États-Unis, il n'y a pas de régime légal catastrophe naturelle, comme nous avons la chance quand même de disposer de ce type de régime en France, qui est quand même assez protecteur. Donc clairement, si vous voulez assurer par exemple en Floride une maison au niveau d'une zone inondable, les primes s'envolent parfois au-dessus de 2000 euros, enfin 2000 $ par an. Donc on voit bien qu'en France, on a un système quand même qui est très protecteur par rapport à ça. C'est bien pour ça que la grande majorité de l'immobilier en Floride n'est pas assurée contre les inondations ? Alors tout à fait, parce que ça coûte très cher, en effet. Et vu qu'il n'y a pas ce régime de solidarité qui est une spécificité française, qui a été créé en 1982, ce fameux régime légal des catastrophes naturelles, en effet, aux États-Unis, c'est très compliqué de s'assurer, parce que ça coûte excessivement cher. On sait que certains grands groupes d'assurance ont déjà déserté cet état de Floride face aux grands ouragans qui vont se multiplier. Quel est le scénario du pire qu'on pourrait envisager? Parce qu'on le sait, malheureusement, avec les conséquences du changement climatique, ça va se généraliser. Alors oui, il y a d'ailleurs certains réassureurs qui ne veulent plus assurer des assureurs sur ce type de zone aux États-Unis, clairement. Ça veut dire que là, les sommes annoncées, une facture de 47 milliards de dollars pour les assurances, ça peut mettre en péril le secteur des assureurs aux États-Unis? Alors ça peut créer des dommages certains, évidemment, au niveau économique, au niveau des assureurs aussi, clairement, et des réassureurs. Mais je vous le dis, c'est une situation très particulière aux États-Unis. En France, nous avons un régime qui est protecteur par rapport à ça. Donc il ne faut pas faire, si vous voulez, de parallèle entre les deux. En France, il y a des systèmes d'indemnisation, que ce soit votre contrat ou le régime catastrophe naturelle, en fonction de la classification de l'ouragan qui intervient. Donc en France, nous sommes quand même préservés de ce type d'événement. Et voilà donc pour les dernières infos sur l'ouragan aux États-Unis. Vous restez avec nous. L'après-info continue sur BFM TV. Et l'information de l'après-midi, c'est l'armée russe qui annonce s'être retirée de Liman dans l'est de l'Ukraine. Vous le voyez ici, les soldats ukrainiens ont hissé le drapeau ukrainien à l'entrée de la ville. Et donc dans les dernières minutes, on a appris que Moscou reconnaissait cette défaite en annonçant s'être retiré de cette ville de Liman, particulièrement stratégique. On le verra avec nos invités dans un instant. Le saviez-vous? Il y a 124 ans, a eu lieu à Paris la toute première exposition internationale d'automobile au monde. L'ancêtre du mondial de l'auto. En effet, la première édition remonte à 1898. Et à cette époque, les voitures arrivaient sur des charrettes tractées par des chevaux et étaient ensuite exposées au grand public dans le jardin des Tuileries. Que de chemin parcouru depuis par l'automobile, qui bientôt sera autonome. BFM TV, partenaire du salon Le Mondial de l'Auto, du 17 au 23 octobre 2022, à la porte de Versailles. Pourquoi on ne crée pas des lunettes que les enfants n'auraient pas envie de perdre? Chez Lissac, nous proposons des collections spécifiques pour les enfants, qui leur donnent envie de les porter plus souvent. Lissac, l'opticien qui change la vue. Dispositif médical. Chez Feu Vert, cet hiver, c'est les promos qui tombent du ciel. Profitez de 40% de remise immédiate sur les chaussettes à neige marque Polaire, conforme loi montagne. Feu Vert, rien ne remplace l'expert. Mais dis donc, t'es plein d'énergie en ce moment. Bourré d'énergie! Groupe Verlaine m'a installé une centrale photovoltaïque de 3 kg au prix de 7 900 €. Du coup, je produis et je consomme maintenant ma propre électricité. Youhou! Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. Avec Vérissure, la sécurité c'est chez vous, mais aussi pour votre entreprise. Découvrez Vérissure Pro, l'alarme conçue spécialement pour les commerçants et petites entreprises, avec caméra connectée 24h/24, bouton panique et appel aux forces de l'ordre. Vérissure Pro, notre meilleure protection pour vous les pros. Rendez-vous vite sur vérissure.fr/pro pour demander votre devis gratuit et profiter des offres exceptionnelles de l'été. Voici le nouveau projet d'Eric. Et avec la fibre, il l'envoie en un instant. Ce sont les plans d'un bâtiment pour sa prochaine commande. Lucie, sa cliente, a reçu les fichiers en toute sécurité et...
C'est validé. Une fois sa start-up installée, Mehdi a pu travailler avec son équipe sur place et à distance pour développer à son tour son nouveau projet. TPE, PME, avec les solutions SFR Business, développez l'agilité de votre entreprise et boostez votre activité. Qui peut concurrencer MAF Pro? Moi qui démarre mon entreprise, je préfère MAF Pro. Vos conseillers, au téléphone, en agence ou dans vos locaux. Ça donne confiance. Je préfère la MAF. Et bravo, vous appuierez lisière sud-sud-ouest. Dès que pris, faites aperçu. Seule la mer est aussi accueillante. Seule la mer vous dévoile les trésors de la Méditerranée, vous révèle la féerie du Nord. Seule la mer, seule MSC Croisière. Embarquez pour un bel hiver de Marseille et du Havre. MSC Croisière. Contact. Ok, tu vois toujours le véhicule? Le véhicule repart, à l'instant. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 € par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. Avec Renew, profitez de 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 € de plus sur une sélection d'occasions Renault. Avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. La météo avec la clinique du tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. lacliniquedutapis.fr. Faites le plein d'énergie en regardant la météo avec Groupe Verlaine. Installation de centrales photovoltaïques pour produire gratuitement sa propre électricité. Des conditions assez maussades pour ce week-end. Un petit peu de patience, les choses devraient s'améliorer ensuite. Alors en attendant, c'est vrai que ce samedi est assez pluvieux sur de nombreuses régions. Cela dit, eh bien, on a cette dégradation qui a tendance à se décaler quand même au fil des heures vers l'est. On conserve un petit peu d'humidité malgré tout à l'ouest, mais vraiment dans une moindre mesure par rapport au matin. Des précipitations donc qui se décalent, mais malheureusement pour votre dimanche, eh bien, c'est de nouvelles pluies qui sont attendues au nord de la Seine. Toutes les régions donc seront concernés de la Normandie jusque sur l'Alsace, en passant par l'Île-de-France, les Hauts-de-France. Sur la moitié nord, on va conserver d'une manière générale, plus à l'ouest aussi, pas mal de nuages, quelques averses là aussi. Et puis ensuite, alors il y aura quelques nuages bas, mais quand même un temps beaucoup plus calme, un ciel variable avec pas mal de nuages, mais quelques trouées. Ce sera plus ensoleillé des Pyrénées jusque sur le quart sud-est, avec un petit peu de vent entre Corse et continent. Dans le courant de l'après-midi, on va conserver exactement le même type de temps avec ces nuages plus nombreux au nord de la Seine et puis toujours davantage d'éclaircies plus au sud. Vos températures, elles vont vraiment être intéressantes dans ces prochaines heures puisqu'elles vont nettement grimper. Regardez déjà ce qui vous attend au lever du jour. On ira jusqu'à 17 degrés encore du côté de La Rochelle, 15 à Paris, une vraiment belle progression des valeurs, 15 degrés à Paris, tout comme à Brest, tout comme à Bordeaux. Et il fera jusqu'à 16 degrés, ce sera du côté de Nice. On attend 11 degrés pour la valeur la plus basse du côté de Lyon, en allant sur Toulouse. Dans l'après-midi, eh bien, les températures grimpent sur les régions du sud. On aura presque un petit air estival. Regardez sur le golfe du Lion avec 28 degrés attendus. 24 à Bordeaux, à Grenoble, 22 à Bourges, 21 à Paris et 17 à Lille pour la valeur la plus basse. Ensuite, c'est une semaine plutôt calme et ensoleillée qui nous attend, beaucoup plus douce aussi surtout. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts. 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France.
C'était la météo avec la clinique du tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. Lacliniquedutapis.fr. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Sortez de la précarité énergétique en isolant votre maison par l'extérieur avec Groupe Verlaine. Groupeverlaine.com. À la une de l'après-midi info à 16h30, ce contre-pied au discours grandiloquent de Vladimir Poutine hier à Moscou, puisque l'armée russe annonce désormais s'être retirée de la ville de Liman, à l'est de l'Ukraine. Après des mois d'occupation par les soldats russes, les forces aériennes sont entrées dans cette ville stratégique, à l'est de laquelle à l'entrée de laquelle un drapeau ukrainien flotte depuis quelques heures. Manifestation cet après-midi à Nantes contre l'insécurité. Les commerçants expriment notamment leur colère après les récents faits divers. Vous découvrez ces images en direct. Attaques, règlements de compte, viols en pleine rue se sont produits dernièrement. Nous sommes sur place en direct avec Antoine Forest. Et puis à la une également, c'était l'une des marques préférées des Françaises. Les 512 magasins Camaïeu ferment définitivement leurs portes ce soir après le placement de l'entreprise en liquidation judiciaire. Pour ce dernier jour, les clientes se pressent dans les magasins où des déstockages massifs sont encore en cours. Mais tout d'abord, cette information de l'après-midi en Ukraine et dans le conflit avec la Russie. L'armée russe a annoncé s'être retirée de la ville de Liman, cette ville hautement stratégique de l'est du pays. Les soldats russes la contrôlaient depuis plusieurs mois avant d'être encerclés par les forces ukrainiennes ces derniers jours. Et cet après-midi, le drapeau ukrainien a de nouveau été hissé à l'entrée de la ville. Un sérieux revers pour Poutine au lendemain de sa célébration de l'annexion de 4 territoires de l'est ukrainien. Hugo Smag. Le drapeau jaune et bleu de l'Ukraine est brandi fièrement à l'entrée de la ville de Liman. Nous sommes le 1er octobre, nous déployons le drapeau de notre pays et le posons sur notre terre. Liman sera ukrainienne. Ces images diffusées par le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky nous parviennent alors même que l'armée russe annonce s'être retirée de la zone. Depuis plusieurs semaines, ces soldats repoussent les forces russes dans cette région au nord-est du pays. L'objectif ? Récupérer cette ville de Liman, symbole de l'occupation russe lors des premiers mois du conflit. Un point de bascule peut-être pour l'armée ukrainienne qui vient de s'emparer d'une zone éminemment stratégique. C'est une manière de mettre la pression, effectivement, non seulement sur Donetsk, sur l'oblast de Donetsk, mais également sur Luhansk. Donc de bien montrer qu'il n'y a pas, que rien n'est figé et que les Ukrainiens sont capables de porter des coups, de désorganiser l'armée russe. Mais cette reconquête ne se fait pas sans peine. Sur la route de Liman, les ruines des habitations se succèdent. Elles sont les témoins de l'occupation russe. Désormais, les bombardements ont laissé place au silence des villages abandonnés. Anna fait partie des rares à être restée à l'arrivée des soldats russes. Elle nous raconte avoir frôlé la mort. Une nuit, les Russes ont ouvert le feu dans ma cour. J'étais dans l'embrasure de la porte et j'essayais de la maintenir fermée. Mais un soldat a tiré dessus. Alors j'ai sauté et je suis tombée dans le sous-sol. Il a ouvert la porte et tiré dans l'obscurité. Par chance, il m'a raté. À quelques kilomètres de là, Liman, désormais libéré de l'occupant. Selon le porte-parole de l'armée ukrainienne, plus de 5000 soldats russes y étaient retranchés. Le général Jérôme Pellistrandi est avec nous sur ce plateau pour redécrypter donc ces dernières annonces. L'armée russe qui se retire de la ville de Liman, c'est officiel, c'est un revers très clairement pour l'armée de Vladimir Poutine. Oui, mais par contre, vous notez le narratif en disant c'est retiré, c'est-à-dire en quelque sorte, ce serait une action volontaire. Ce n'est pas la première fois que, d'ailleurs, le Kremlin, ou en tout cas que l'état-major russe utilise ce vocabulaire. Il n'en demeure pas moins que, oui, c'est une défaite supplémentaire pour l'armée russe qui n'a pas été capable de conserver donc ce carrefour stratégique. C'est un nœud ferroviaire qui était très important pour la logistique des forces russes. Et donc le retrait des forces russes permet aux Ukrainiens d'afficher une nouvelle victoire et traduit la désorganisation, voire la débandade des forces russes dans cette région, avec le contraste, bien sûr, avec les déclarations donc hier victorieuses de Vladimir Poutine. Sur le terrain, la réalité est toute autre. Alors, Liman, c'est dans cette région de Donetsk, à l'est, au nord-est de l'Ukraine. Une région qui a été revendiquée comme annexée parmi les 4 de l'Est et du Sud de l'Ukraine par la Russie. Est-ce qu'on peut imaginer que Moscou va minimiser ce retrait de Liman en disant que Liman, finalement, ne fait pas partie de cette zone occupée ? Oui, le narratif de Moscou va être de dire que c'est un retrait tactique de réorganisation pour s'asseoir sur des lignes plus sûres. Bon, il en demeure pas moins que, oui, c'est une fois de plus un repli
sous le coup des forces ukrainiennes et qui traduit que bien la dynamique dans laquelle les forces ukrainiennes se trouvent. C'est vrai qu'il y a à peu près 2 semaines, on avait assisté à un petit ralentissement de l'offensive ukrainienne. Mais là, on voit bien que les Russes se sont désorganisés. Ce retrait leur permet peut-être d'éviter la capture de plusieurs centaines de prisonniers et à l'inverse, permet à Kiev de dire, d'une part, nous reconquérons ce territoire qui a toujours été ukrainien, malgré les déclarations d'hier. Autre information de l'après-midi, au moins 20 civils ont été retrouvés tués par balle dans leur voiture dans le nord-est du pays, près de Kupiansk. Général Pellistrandi, que sait-on de ce qui ressemblait à un massacre? Oui, et il faut être très prudent. Il se pourrait qu'il y ait à bord, qu'il y ait eu sur ce convoi des femmes et des enfants. Ce sont des civils qui fuyaient. On voit bien que ce sont des véhicules civils, il n'y a pas de véhicules militaires. Et visiblement, ils ont été mitraillés pratiquement à bout portant par les forces russes. Il va falloir attendre qu'il y ait plus d'informations pour savoir quelles sont les victimes. Mais on voit bien donc que ces véhicules ont été sciemment mitraillés. Ils n'ont pas été arrêtés, puis ensuite avec des populations qui auraient été exfiltrées. Donc là, c'est vraiment un massacre gratuit et qui traduit le très haut degré de violence des forces russes sur le territoire. Et puis au sud-est du pays, la centrale nucléaire de Zaporijia a également fait l'actualité aujourd'hui, puisque les autorités ukrainiennes ont annoncé que le directeur général de cette centrale nucléaire avait été kidnappé par les Russes. En quoi ça peut représenter un danger, déjà, nucléaire, oui ou non? Et puis surtout, qu'est-ce que ça représente de changer la tête de cette plus grande centrale nucléaire d'Europe? Alors, sur le plan des risques nucléaires, ça ne change pas grand-chose. Certes, le rôle de directeur est extrêmement important puisqu'il coordonne toutes les équipes. Il y avait, avant le déclenchement de la guerre, environ 10 000 employés dans cette centrale qui est la plus grande d'Europe. Mais il y a aussi le fait que si on tient compte, pour la Russie, ce territoire est redevenu russe. Il y a donc en quelque sorte une forme de hold-up sur la centrale. Et donc, en quelque sorte, il faut remplacer le directeur pour mettre quelqu'un qui serait russe ou pro-russe. Et ce qui traduit donc, là encore, la tension. D'autant plus que l'AIEA a confirmé le fait que le directeur n'est plus à son poste. Donc là encore, un contentieux de plus autour de cette centrale nucléaire. Il y a un décalage total entre le discours de Vladimir Poutine, la propagande qu'on a clairement vue hier sur la place rouge à Moscou, et la réalité du terrain. Vladimir Poutine parle d'une victoire, d'une pseudo-victoire. Sur le terrain, on est loin de le constater. Oui, à un moment donné, à force de faire le grand écart, il va se passer quelque chose, parce que ce retrait de Liman, il va se savoir. Alors que l'armée russe est dans une phase de mobilisation partielle, où on récupère des civils que l'on envoie sur le front, il est clair que cela n'incite pas les soldats qui vont être en quelque sorte réquisitionnés à aller au combat. Donc on voit bien ce décalage complet qui, à un moment, risque en fait d'exploser à la figure de Vladimir Poutine et de son entourage. Merci, Général Pellistrandi, pour toutes ces explications. 16h37 sur BFM TV. On en vient à cette situation sécuritaire qui se dégrade à Nantes et qui inquiète. Après notamment cette semaine la découverte d'un corps calciné jeudi, un jeune garçon de 17 ans blessé par balle la veille, une femme victime d'un viol en Réunion samedi dernier en pleine rue. Cette situation qui inquiète et qui est à l'origine de cette manifestation aujourd'hui, cet après-midi, dans les rues de Nantes. Antoine Forestier, vous êtes notre envoyé spécial sur place. Cette manifestation pour dénoncer ce climat dangereux dans la ville. Que dénoncent les participants exactement ? Et les participants qui sont en train d'arriver ici à Place Royale, c'est-à-dire que le cortège est en train de se terminer, eh bien, ils dénoncent cette insécurité à l'image de Fessal qui est à mes côtés. Quand je vous ai demandé comment je pouvais vous présenter, vous m'avez dit que vous étiez un citoyen engagé pour la qualité de vie à Nantes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous subissez actuellement à Nantes ces derniers temps ? Alors aujourd'hui à Nantes, on subit une insécurité qui est constante, qui était avant cantonnée plutôt la nuit, mais qui s'est généralisée malheureusement le jour. Donc le rassemblement d'aujourd'hui en atteste.
moi j'ai aussi envie de dire qu'il atteste aussi de l'échec politique à Nantes sur la sécurité, clairement. Que devrait faire la mairie que vous pointez du doigt là, pour améliorer la situation? Alors moi je suis vraiment pas dans le yaka faucon parce que j'ai pas envie de tout rejeter sur les épaules de la maire de Nantes par rapport à la tâche immense qui lui incombe. Moi si j'ai un reproche à lui faire, et je pense que c'est un gros péché originel, c'est son approche et son idéologie laxiste. Voilà, tout part de là. Tout part de là. Moi, je lui demande pas de faire de Nantes, si vous voulez, la ville la plus sûre de France. On n'y sera pas. Et tout ne lui incombe pas, en termes de responsabilité. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut plus de caméras, plus de policiers? Qu'est-ce qu'il faut? C'est un tout, monsieur. Déjà, changer d'approche. Quand on voit qu'il suffit que BFM TV ou d'autres de vos confrères viennent à Nantes pour qu'elle sorte enfin de son déni, qu'elle ouvre les yeux, mais c'est dramatique. Cette maire, en fait, a fait beaucoup de promesses aux élections. Voilà, des promesses qui n'ont pas été suivies des faits. Je vais vous donner un exemple. La police municipale, voilà, on est d'accord, moi je le dis, hein, toute la sécurité à Nantes ne repose pas sur la police municipale, mais aujourd'hui, en 2022, elle fait partie de ce qu'on appelle le continuum de sécurité. Aujourd'hui, à Nantes, on a une police municipale, c'est un engagement de campagne qui devait tourner de minuit à 2h du matin certains jours. Voilà. Aujourd'hui, les cadres de la police municipale n'ont pas eu la compensation financière qu'ils demandaient, donc on n'a plus de police municipale qui tourne de minuit à 2h. Déjà, rien que ça, c'est un signal, mais catastrophique envoyé. On ne peut pas dire qu'on fait le maximum quand on ne gère pas ce genre d'affaires. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup Faisal d'avoir répondu en direct à nos questions. Je vous disais, la manifestation qui vient d'arriver à son point d'arrivée, mais également qui était le point de départ, la place Royale ici, et puis vous le constatez sur ces images de Margot Sèvres. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont fait le déplacement, des commerçants, des citoyens engagés, un petit peu comme Faisal qui nous parlait à l'instant. On a peut-être même atteint le millier, peut-être légèrement plus. En tout cas, voilà, la mobilisation qui est en train de toucher à sa fin ici dans le centre-ville de Nantes. Et ce, malgré la pluie qu'on aperçoit sur vos images. Margot Sèvres avec Antoine Forestier en direct de Nantes. L'après-midi info continue sur BFM TV dans un instant. On va voir ce qui se passe dans les magasins Camaïeux cet après-midi. Il ne vous reste plus que quelques heures pour aller faire des affaires, puisque cette chaîne de magasins bien connue des Françaises et des Français va définitivement fermer ses portes suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise. 512 magasins qui ferment, des milliers d'emplois qui sont supprimés et des affaires à faire donc en magasin. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Il se lève tôt pour que vous soyez les premiers informés. Bonjour Adeline. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Dès 6h sur BFM TV. Bienvenue dans votre nouveau chez vous. C'est grand, c'est beau. Première édition a vu les choses en encore plus grand. Ici, on parle de tout. Pendant quelques heures, un déluge de pluie. Comment réduire sa consommation d'énergie? La réforme de l'assurance chômage, elle va être beaucoup plus décisive que la précédente. C'est en train de devenir le débat politique de la rentrée. Le site a été touché par de multiples frappes. Aucun sujet n'est tabou. Lorraine, tu vas parler de quoi? Britney Spears. Ah, rien n'est interdit. Et surtout pas la bonne humeur. et sinon, le sommeil, ça va mieux? Oui, merci de vous réveiller. Première édition, du lundi au vendredi, de 6h à 8h30 en direct sur BFM TV. Intelligente et autorégulée, ma piscine Magiline devient connectée au son de ma voix, Balnéo. Et obéissante du bout de mes doigts. Piscine Magiline, piscine nouvelle génération. C'est parti. Ah, si, vas-y. Bonjour. Quand Alain est sorti de l'hôpital, il a eu besoin d'aide. D'habitude, c'est sa fille qui s'occupe de lui. Mais cette fois-ci, sa fille n'était pas là. Et Alain a pu compter sur Marie, aide à domicile. Et c'est un de nos engagements d'assureur mutualiste pour votre santé. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Et pour nos sociétaires fidèles, Groupama s'engage à débloquer 400 € pour plus de confort pendant votre séjour à l'hôpital. À la Caisse d'épargne, on sait que 29% des jeunes actifs vivent encore chez leurs parents. 29% qui doivent supporter leur manie. Et leur humour. 29% à qui la Caisse d'épargne propose des solutions avantageuses pour prendre leur indépendance. Caisse d'épargne, vous être utile. 717. Savourez un moment de pur bonheur, infiniment fondant. Lindor, par les maîtres chocolatiers Lind. Choisissez l'instant et fondez de bonheur.
Voici le nouveau projet d'Eric. Et avec la fibre, il l'envoie en un instant. Ce sont les plans d'un bâtiment pour sa prochaine commande. Lucie, sa cliente, a reçu les fichiers en toute sécurité et... c'est validé. Une fois sa start-up installée, Mehdi a pu travailler avec son équipe sur place et à distance pour développer à son tour son nouveau projet. TPE, PME, avec les solutions SFR Business, développez l'agilité de votre entreprise et boostez votre activité. Distance 1200 mètres. 17 clics. SFR présente le séjour idéal chez Papy et Mamie. Ah bah c'est une bonne wifi pour que mes petits-enfants puissent jouer à leurs réseaux sociaux. Regardez, Chloé a fait un live avec un influenceur de fou. Bah nous aussi, on peut en avoir des influenceurs là. Oh, c'est Ronaldo. C'est qui? Bah c'est le joueur de basket. Avec la fibre de SFR, le Wi-Fi 6 et l'Internet garanti, profitez toujours de la pleine puissance partout dans la maison. SFR, enjoy. Direct Assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 €? Mais c'est scandaleux, monsieur. Alors je vais vous dire, moi, Direct Assurance, il n'y a pas de tu-tu-tu-lu-lu. Non, on va rester chez vous. C'est clair? Le seul risque avec une assurance qui en fait autant pour vos économies, c'est que vous l'aimiez. Direct Assurance, l'assurance que vous risquez d'aimer. Tu-tu-tu-lu-lu. Retrouvez l'émission culte Faites entrer l'accusé en podcast. Votre nouveau rendez-vous à ne pas manquer. Écoutez ou réécoutez toutes les affaires. Cette histoire, c'est un délire de persécution qui a tourné au drame. Et chaque semaine, découvrez un épisode inédit. Dans ce podcast, nous allons vous raconter l'histoire de Sophie Massala, la démembreuse du canal. Déjà numéro 1, Faites entrer l'accusé est disponible sur toutes vos plateformes audio. On s'en prend une? Non, c'est bon. Je vais vous prendre un paquet de chewing-gum. Faites les bons choix dès maintenant. Vous vous remercierez plus tard. Tabac, alcool, alimentation, activité physique. En changeant nos comportements, on pourrait éviter près de la moitié des cancers. – 16h45 sur BFM TV et cette annonce de l'armée russe pour son retrait de la ville de Liman, située à l'est de l'Ukraine, après plusieurs mois d'occupation. Depuis cet après-midi, un drapeau ukrainien flotte de nouveau à l'entrée de ce nœud ferroviaire stratégique de l'Ukraine. Un revers de taille au lendemain du discours grandiloquent de Vladimir Poutine hier à Moscou, qui annonçait l'annexion de 4 régions de l'est et du sud de l'Ukraine. On va voir ces images de ce retour du drapeau ukrainien dans la ville de Liman. Nous sommes le 1er octobre. Nous déployons le drapeau de notre pays et le posons sur notre terre. Liman sera ukrainienne. On y revient évidemment dans notre prochaine édition. Après un mois de cavale, l'imam Hassan Iqiyoussen a été interpellé hier en Belgique, à Mons. Il a été écroué dans la soirée à Tournai, tout près de la frontière française. Alors pourra-t-il être remis aux autorités françaises? Hassan Iqiyoussen, on vous le rappelle, il était fiché S. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen suite à une mesure d'expulsion demandée fin juillet par Gérald Darmanin, puis confirmée par le Conseil d'État fin août. Le ministre de l'Intérieur s'est donc réjoui de cette arrestation de Guyane, où il est actuellement en déplacement. Regardez. D'abord, je me réjouis que M. Iqiyoussen soit interpellé aujourd'hui par les services belges, que je remercie très sincèrement de notre coopération, une coopération judiciaire, M. le garde des Sceaux, mais une coopération de la police judiciaire entre nos services. C'est au nom de ce mandat européen, de cet article 40 et de ce mandat européen, M. Iqiyoussen, désormais, est sous la même justice belge, en lien avec la magistrature française. On verra ce que décidera la justice belge et la justice française à la fin de ces procédures judiciaires, et à la fin seulement, et ça c'est le droit, il y aura une procédure administrative, et M. Iqiyoussen sera mis en centre de rétention administrative et expulsé.
Alexis Cuvillier du service politique est avec nous de nouveau. Fin du mauvais feuilleton pour le ministre de l'Intérieur. On sait que ces tweets très rapides après ce début du dossier IQCN avaient beaucoup fait réagir cet été. Oui, c'est une victoire symbolique pour Gérald Darmanin qui s'était en effet beaucoup impliqué dans ce dossier cet été. Un été où tout au long de la période des grandes vacances, il avait été en pointe sur différents dossiers, Gérald Darmanin. C'est lui qui avait annoncé le 28 juillet dernier l'expulsion de ce prédicateur fiché S. La difficulté, évidemment, vous l'avez rappelé, c'est qu'ensuite, l'imam IQCN s'était révélé introuvable. C'était devenu un sujet d'attaque facile, j'allais dire, pour les oppositions, notamment du côté du Rassemblement national, tandis que certains, au sein de la NUPES, notamment Manuel Bompard, ou du côté même des militants des droits de l'homme, avaient pointé les limites que présentait cette expulsion d'un point de vue du respect de l'état de droit. L'expulsion avait ensuite été suspendue par la justice française, qui avait mis Gérald Darmanin dans une situation un peu complexe, ce qui avait là aussi à l'époque alimenté un procès en impuissance de l'État, notamment formulé par la droite. Et puis finalement, fin août déjà, le Conseil d'État, la plus haute instance administrative, avait donné raison au ministre, le ministre qui avait alors évoqué une grande victoire pour la République. Il faut poser une limite à cette victoire symbolique, c'est que, vous l'avez dit, la suite des événements maintenant peut prendre un petit peu de temps et que la procédure de remise à la France de l'imam pourrait s'étendre sur plusieurs semaines. L'autre limite, c'est que Gérald Darmanin a essayé, sans que les affaires soient liées, a essayé de faire monter dès la rentrée un texte de loi, dès les prochaines semaines, sur l'immigration pour rendre beaucoup plus difficile, pour encadrer beaucoup plus les procédures de recours pour les personnes qui sont de nationalité étrangère et qui commettent des délits, pour faciliter les expulsions. Et ce texte, on sait qu'au cœur de l'été, il a été mis sur pause par l'exécutif, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Gérald Darmanin avait visiblement perdu un arbitrage, le temps d'une concertation avec les oppositions. Cela devrait débuter dans les prochaines semaines. Ce sera important de voir si le ministre de l'Intérieur arrive à faire passer le texte comme il l'avait imaginé au départ. Dans l'actualité également, ce samedi, cette page qui se tourne pour ce fleuron du prêt-à-porter français que vous connaissez tous et toutes, Camaïeu ferme définitivement ses portes après 38 ans d'existence. 512 magasins sont concernés par cette liquidation judiciaire qui laisse 2600 salariés sans emploi. Pour financer une partie du plan de sauvegarde de l'emploi, Camaïeu a décidé de déstocker massivement ses marchandises. C'est donc tout cet après-midi dans tous les magasins et ça attire visiblement beaucoup de monde. Aurore Villemur. Dans ce magasin parisien, les clientes à la recherche de la meilleure affaire se bousculent. Certaines confient même venir ici pour la première fois. C'est la fermeture, la liquidation qui m'a amené ici, ouais. C'est vrai qu'on a l'impression un peu d'être des vautours, mais c'est comme ça. C'est la loi du marché. J'ai trouvé quelques articles pas mal du tout. Vous étiez une adepte personnellement du magasin? Alors non, moi pas du tout, mais ma mère oui. Alors merci pour votre accueil et votre gentillesse. Quand elle lit les mots laissés par certaines clientes dans le livre d'or, Firose, vendeuse chez Camaïeu, elle, a la voix qui se brise. J'adorerais Camaïeu et les charmantes équipes de magasins. C'est beau, je vais pleurer maintenant. Sa collègue, Colline, travaille dans l'enseigne depuis 4 ans. La fermeture définitive, évidemment, est difficile à accepter. On se fait mettre limite à la porte pour tout donner pour la marque. Moi et mon équipe, on a donné énormément, que ce soit même niveau santé. On s'est usé. Avec la liquidation judiciaire de l'enseigne, vieille de près de 40 ans, 2600 salariés vont perdre leur emploi. Sandra Saroui en fait partie. Elle a passé 29 ans chez Camaïeu. On est quand même nombreuses à avoir, comment on peut dire ça, de l'ancienneté, à avoir tenu nos magasins à bout de bras, parce que ces 2 dernières années ont quand même été douloureuses pour les équipes. Ouais, c'est de la colère aussi, de dire mais comment ils ont réussi à en arriver là. Et maintenant, je crois qu'il va y avoir un processus de deuil. Il va falloir qu'on accepte de dire bon, on a perdu notre job, on a perdu notre travail. Une situation très angoissante pour les salariés concernés, malgré la promesse du gouvernement de les accompagner. Les perspectives sont encore floues à ce stade. Et merci de nous avoir suivis dans l'après-midi info ce samedi. Retrouvez tout de suite Ronald Guintranche pour BFM Story Weekend. Il parlera notamment de l'armée russe qui a donc annoncé son retrait de la ville de Liman à l'est de l'Ukraine. Nouveau revers pour Moscou malgré de grandes cérémonies hier. Quant à nous, on vous donne rendez-vous demain à 14h. Bon après-midi. À demain.